Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régional, je n'ai pas rêvé, nous sommes vendredi. Autrement dit, vous aurez droit à un air de vacances dans cette prochaine demi-heure. Regardez où on vous emmène sur l'île de la Réunion. Alors il y a des spots où il ne faut pas trop se baigner à cause des requins. On en parlera dans quelques instants. Célia, à voir sur notre antenne, à faire en Alsace. On vous propose une pièce de théâtre événement, c'est King Kong Theory. Et dans l'actualité, on reçoit le spécialiste des courses hippiques Eric Vial pour le grand steeplechase à l'hippodrome de Strasbourg-Heurt. Juste avant cela, eh bien, c'est l'heure de l'actualité. Le JT ce soir est présenté par Camille Roland. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, la grogne des cyclistes strasbourgeois. Après un nouvel accident mortel en début de semaine, ils se sont rassemblés pour protester contre les dangers de la circulation en vélo. En Alsace, 30% des magasins sont équipés de machines à consigne, une pratique qui fait son retour, comme nous le verrons dans ce journal. Et puis des jeunes sensibilisés aux discriminations lors de la 8e édition des Semaines de l'égalité à Strasbourg. Et on commence donc avec le rassemblement des cyclistes strasbourgeois. Il y a quelques instants, ils étaient place de Haguenau à l'appel du collectif Vélorussion et de l'association Cadre 67 pour dire stop aux morts à vélo. Une manifestation qui fait suite à la mort d'une cycliste de 37 ans percutée par un camion à Schittigheim lundi dernier. Cette femme est la 17e cycliste à avoir trouvé la mort dans l'agglomération en 10 ans. L'accident relance la question de l'insécurité des usagers du vélo à Strasbourg et dans l'Eurométropole. On écoute les organisateurs au micro de Cécile Motz. C'est l'occasion pour nous de sensibiliser à nouveau les autorités sur les aménagements qui nous semblent nécessaires pour sécuriser la circulation des cyclistes. Ça passe par des équipements de voirie, pistes cyclables, bandes cyclables, vélorues, il y a tout un tas de panels de mesures. Réduction de la vitesse également, zone 30, réduction à 30. Et puis ça passe aussi par des décisions législatives cette fois-ci d'aménagement des poids lourds pour éviter ce qu'on appelle l'angle mort, puisque visiblement le conducteur qui est toujours hospitalisé d'après nos informations, n'a pas vu la cycliste. Et il n'y avait aucun détecteur qui lui permettait de le faire, alors que ça existe, le système existe, donc il faudrait que ce soit obligatoire pour tous les camions, puisque les 7 derniers accidents concernent des poids lourds et un autocar. Donc c'est également un des éléments pour lesquels nous voulons attirer l'attention des autorités locales et nationales. Les manifestants ont ensuite pris la direction de Schittigheim pour emprunter la route de Bischwiller, puis la route du Général de Gaulle où la cycliste a trouvé la mort. Pour beaucoup d'entre eux, les dangers de la route font partie de leur quotidien, comme ils nous l'ont confié. Sur Schittigheim, tous les jours, en fait, je risque ma vie tout simplement. La mienne et celle de mes enfants. Je pilote un cargo bike et donc au quotidien, c'est rouler avec des 38 tonnes, 19 tonnes, voilà, des incivilités. Aussi bien cycliste que voiture, il n'y a pas d'aménagement en fait. Il y a beaucoup de tronçons mais c'est très parcellaire. Depuis cette année, c'est mon moyen de locomotion quotidien, à la fois pour aller au travail, à la fois pour faire mes petites courses, tous mes petits déplacements. En fait, je les fais quasiment tous à vélo. Donc je suis sur la route tous les jours et c'est vrai que je constate tous les jours qu'il y a finalement chaque jour un petit danger, des fois plus ou moins important, mais c'est assez compliqué, qu'il faut être hyper vigilant en fait à chaque instant, même sur les pistes cyclables quelquefois. Si les sénateurs ont rejeté la semaine dernière le projet de loi sur la consigne des bouteilles en plastique, la consigne sur les bouteilles en verre, elle, se redéveloppe en Alsace. Alors que la pratique avait décliné ces dernières années, un nouveau réseau Alsace Consigne a été lancé pour promouvoir ce geste écologique dans la région. Première victoire, après 11 ans d'absence, un supermarché à Illkirch va réintégrer la consigne parmi ses étalages. Un retour symbolique puisqu'il a été le premier à la supprimer. Un reportage de Gilles Kunz. Ramener ces bouteilles usagées en magasin pour qu'elles soient réutilisées par le fabricant, c'est la consigne. Une pratique courante en Allemagne, beaucoup moins en France, et qui fait son retour en Alsace. De plus en plus de supermarchés réinstallent des machines de collecte des bouteilles vides, comme celui-ci à Illkirch. Il avait abandonné le système il y a 11 ans.
On souhaite vraiment booster la consigne en verre, qui est une pratique qui ne s'est jamais vraiment perdue en Alsace depuis des années, qui a perduré, malgré le fait que ce soit un peu tombé parfois en désuétude. Aujourd'hui, c'est une pratique qui revient vraiment au galop, puisque les jeunes se rendent compte de plus en plus que préserver la planète, c'est important. Et donc, nous, on a souhaité être ambassadeurs de cette démarche. En Alsace, certains n'ont jamais abandonné le système de consigne. C'est le cas de Météor avec sa bouteille verte emblématique qui peut être ainsi réutilisée jusqu'à 20 fois. C'est un magasin qui avait arrêté la consigne il y a une dizaine d'années et qui maintenant réinaugure un rayon entièrement dédié à la consigne. Donc c'est beaucoup plus écologique que du verre perdu. Le redéveloppement de la filière dans la région est appuyé depuis 6 mois par l'association Alsace Consigne. Elle fédère 3 producteurs, Météor et les eaux Lisbeth et Carola, et encourage les commerces à suivre le mouvement. Il faut savoir c'est que la consigne en Alsace, elle est faite de manière complètement autonome. Il n'y a pas de loi qui impose la consigne pour l'instant, donc c'est vraiment la volonté des acteurs qui fait qu'il y a de la consigne. Et nous, on souhaite surtout accompagner ça. Après, si le cadre réglementaire évolue avec une obligation de consigne, par exemple, pourquoi pas, mais ce n'est pas nous qui décidons ce type de choses. 30 magasins sont équipés de machines de consigne en Alsace actuellement, un chiffre qui devrait augmenter dans les prochains mois. Économie maintenant, l'Alsace a un réseau de PME assez dense, mais pour se développer et exporter, un soutien est souvent nécessaire. En juin 2018, la région Grand Est a lancé un programme d'accompagnement des entreprises locales. Alors que de nouvelles entreprises intègrent le dispositif, l'heure est au bilan pour les premières lauréates. Plus d'explications avec Cécile Motz. Leur objectif, passer de PME, petites et moyennes entreprises, à des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Leurs outils, des séminaires thématiques, des diagnostics à 360 degrés de l'entreprise, un accompagnement individuel et de la mise en réseau. Résultat, les entreprises de la première promotion de l'accélérateur PME retirent déjà des enseignements de ce dispositif. C'est toujours plaisant en fait, de partager avec ses pairs, pouvoir partager ses peines et ses bonheurs. Et l'autre chose, bien entendu, c'est d'être accompagné à travers des sessions de sensibilisation et aussi à travers des experts qui ont pu participer dans mon entreprise à des projets pour pouvoir améliorer, pour pouvoir nous améliorer, pour pouvoir accélérer et grandir. On a une forte augmentation du chiffre d'affaires. Notre métier, c'est de transformer des véhicules utilitaires qui sont en 2 roues motrices, de les transformer en 4 roues motrices. Et nous travaillons énormément vers l'export. La région nous aide, les différents outils mis à disposition ainsi que des financements de BPI nous ont permis de réussir ce développement, cette croissance qui est nécessaire dans notre domaine. Les entreprises bénéficiant de ce dispositif ont clos leur premier exercice avec une croissance de plus de 3% de leur chiffre d'affaires et une progression de 14% des exportations. L'objectif à terme pour les élus du Grand Est est de faire de cette région le territoire le plus attractif de France pour les entreprises. Nous savons que c'est bien dans les ETI que l'emploi se crée, que lorsque ça se tend un petit peu, la situation économique est mieux gérée dans ce genre d'entreprise, et puis que nous avons besoin d'elles pour continuer à grandir tous ensemble. Donc voilà, notre objectif, c'est d'accélérer nos PME en croissance, de veiller à ce qu'elles se développent de plus en plus à l'international aussi, qu'elles restent sur notre territoire, qu'elles deviennent les plus belles ETI françaises demain. Et nous allons accélérer sur les aspects d'export et de digitalisation. Cette soirée était aussi l'occasion de lancer la 2e promotion accompagnée par ce dispositif. Elles sont 23, dont une dizaine d'Alsaciennes. Depuis 2012, la ville de Strasbourg et de nombreuses associations proposent en octobre les semaines de l'égalité. L'objectif, sensibiliser le public jeune et moins jeune à toutes les formes de discrimination. Exemple, à l'école primaire du quartier des 15, elle accueille un parcours de l'égalité à destination des élèves. Au programme, ateliers, échanges et même jeux de rôle. Immersion avec Adrien Laby. Est-ce que tu penses que les femmes, elles ont toujours eu les mêmes avantages? Est-ce qu'elles avaient les mêmes? Est-ce qu'un homme et une femme, ils étaient égaux? devait mettre les pantalons et la femme, elle devait mettre des robes. Tu crois que c'est que ça, la différence? Replacer des figures de l'égalité des droits sur une frise chronologique, c'est ce que sont en train de réaliser ces élèves de primaire. À n'en pas douter, certains visages leur seront plus familiers que d'autres. Au fil d'un parcours rassemblant de nombreux ateliers, les jeunes sont amenés à interroger préjugés, stéréotypes et discriminations. Objectif, former les citoyens de demain. Présenté lors des éditions précédentes des Semaines de l'égalité, le parcours prend cette année ses quartiers permanents à l'école élémentaire du quartier des 15.
Nous avions le souhait de pouvoir le faire durant toute l'année pour accueillir plus d'enfants, plus de jeunes, plus de classes et se donner peut-être l'objectif que tous les enfants d'une classe d'âge à Strasbourg passent à un moment ou à un autre par ce parcours pour qu'on puisse ensemble travailler sur les questions de l'égalité et lutter contre la discrimination. L'idée, c'est vraiment qu'ici, ils ne sont pas en classe, ils peuvent toucher, ils peuvent prendre, ils peuvent essayer et puis après, surtout, ils peuvent échanger. Conçu par différentes associations en partenariat avec la ville de Strasbourg, le parcours s'adresse aux jeunes de 6 à 12 ans. L'approche se veut originale, notamment au travers de jeux de rôle. Je vous écoute. Que s'est-il passé ? En fait, il y avait que les bleus, les jaunes. Et donc, moi, vu que je suis un rose, je pouvais pas voter. Ici, nous sommes dans un tribunal. Et dans ce tribunal, on s'y retrouve, les classes s'y retrouvent parce qu'à l'arrivée, on leur a fait subir une petite discrimination. On a par exemple dit que les enfants porteurs d'un badge bleu ou jaune n'étaient pas autorisés à jouer dans la cour, ou bien n'avaient pas le droit de voter dans la mairie qui se trouve un petit peu plus loin sur le rallongement de la récréation. Donc ces enfants qui ont été victimes de discrimination, bien évidemment, vont se retrouver au tribunal pour que leur affaire soit jugée parce que discriminer justement est un délit et que la loi prévoit un certain nombre de sanctions par rapport à ce délit. Pour les adultes, les semaines de l'égalité ont commencé lundi dernier et se poursuivront jusqu'au 20 octobre. Au programme, rencontres, ateliers, spectacles dans toute la ville. Une vague rose va déferler dans les rues de Strasbourg ce dimanche. La Strasbourgeoise, cette course à pied 100% féminine, revient pour sa 10e édition. Elle s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose, un mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Tout le week-end, la place Kléber accueille un village où sont installés les partenaires, un espace bien-être et de nombreuses animations. Au total, 12 000 coureuses et marcheuses sont attendues cette année. Et les fonds récoltés seront réversés à l'Association pour le dépistage des maladies du sein et l'Institut de cancérologie Strasbourg-Europe. On écoute Marie-Louise Leleu, marraine de la 10e édition de la Strasbourgeoise, au micro de Cécile Motz. Au début, j'ai un peu hésité parce que je suis plutôt timide et je n'avais pas vraiment envie de me mettre en avant. Et puis, après réflexion, je me suis dit que j'allais transformer mon cancer, qui était plutôt un événement négatif, et j'avais envie de le transformer en événement positif, festif. Le plus important, c'est que prendre conscience que le cancer, ça peut nous toucher, nous toutes. Donc, il faut qu'on se mobilise. Et c'est surtout le message du dépistage qui est important et les bienfaits du sport aussi. Et pour les retardataires, les derniers dossards seront délivrés jusqu'à demain. Coup d'envoi de la course dimanche matin, route de Vienne. Et tout de suite, l'image du jour signée Olivier Anne. Certes, c'est en Lorraine, mais c'est plutôt réussi cette année. Le jardin éphémère de Nancy a pris ses quartiers sur la place Stanislas et sera visible jusqu'au 3 novembre prochain. Des arbres qui entourent Stanislas, des fleurs qui habillent les pavés, des îlots de verdure, des créations en bois originales, des transats et des bancs pour se poser. Le jardin éphémère est conçu dans une perspective durable, avec des matériaux recyclés et des plantes qui agrémenteront ensuite d'autres espaces verts. Mais c'est clairement vu du ciel que l'œuvre est la plus symbolique et la plus impressionnante. Merci beaucoup Camille Roland pour ce JT. Bon week-end à vous. Voilà, détendez-vous, on vous retrouvera lundi. Et là, on accueille le plateau du soir. Éric Vial, venez nous rejoindre. Vous êtes accompagné ce soir de Sébastien Litzelman, qui est commissaire de course hippique. Évidemment, on va s'intéresser au grand steeplechase à l'hippodrome de Strasbourg-Heurt. Dans un petit instant, on va retrouver Célia, puisqu'elle vous présente maintenant la météo. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour votre météo de ce week-end et on commence tout de suite par votre météo de ce samedi 5 octobre et c'est un temps mitigé qui nous attend dès le matin avec beaucoup de passages nuageux sur l'ensemble du territoire alsacien. Ce sera un temps très humide avec même de la pluie prévue pour sûr du côté de Saverne ainsi que de Karlsruhe ou encore de Fribourg. Par contre, c'est un peu plus doux au lever du jour, comptez 9 degrés pour le col de Saverne ainsi que pour Strasbourg et Mulhouse, 8 degrés la minimale du territoire alsacien, ce sera pour
Colmar, 10 degrés du côté de Wissembourg ou encore chez nos voisins allemands et suisses. L'après-midi, la dégradation qui arrive de l'ouest nous amène toujours un peu plus de pluie. Ce sera un temps très humide avec des averses prévues dans le nord du Bas-Rhin ainsi que dans le sud du Haut-Rhin, le centre-Alsace. Ça devrait rester un peu plus sec mais toujours très nuageux. De la pluie également prévue dans la région du Bade-Wurtemberg. Les seuls petits rayons de soleil prévus, ce sera pour le nord de la Suisse. Côté température, l'après-midi, c'est un peu plus doux. Comptez 14 degrés du côté de Saverne, 16 degrés pour le reste du territoire alsacien, entre 15 et 16 degrés chez nos voisins allemands, 16 degrés également dans le nord de la Suisse. On jette un petit coup d'œil maintenant sur vos prévisions de dimanche et c'est toujours de la pluie au programme avec des températures un petit peu plus fraîches. Comptez 13 à 14 degrés au meilleur de la journée en Alsace, 12 à 13 degrés chez nos voisins allemands, 14 degrés si vous êtes du côté de Bâle. Samedi, nous serons donc le 5 octobre et nous fêterons les fleurs. Bonne fête à elles. Le soleil se lèvera à 7h33 pour se recoucher à 19h. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon moment sur Alsace 20. Salut! Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. Venez nous rencontrer à Strasbourg, à Haguenau, Mulhouse et bientôt à Colmar ou sur synchro-imo.fr. Allez vite Célia, voilà, Célia vient de nous rejoindre. T'as couru pendant le billboard de la météo. On parlera des programmes dans un petit instant. Tout de suite, ce sont les courses hippiques. C'est parti. Et avec nous, bien sûr, le spécialiste Eric Vial. Comment allez-vous ? Très bien, Lionel. Comme d'habitude, quand je viens sur ce plateau pour parler des courses, les courses, c'est une passion. Hein. Vous le savez, ce dimanche, c'est une très, très, très grande réunion sur l'hippodrome de Strasbourg. C'est le fameux grand steeplechase. Ah, j'adore quand vous dites ça. Ouais, je le dis bien. On peut pas refaire un petit coup. Le steeplechase. Le steeplechase, le grand steeplechase. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai demandé à Sébastien Litzelman, qui est commissaire de course. Vous avez vu, c'est sérieux, un commissaire, ça rigole pas du tout. De venir nous en parler. Madame. La tradition l'exige évidemment. Nous allons voir le programme ensemble, un programme tout galop, au programme 8 courses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'hippodrome de Strasbourg fait partie des 10 plus grands hippodromes de France et que régulièrement c'est du très grand spectacle à voir. Et par exemple ce dimanche, donc c'est une réunion premium. Ça veut dire quoi premium ? J'avais déjà fait un petit cours là-dessus. Premium, Lionel, premium. Oui, c'est dans la France entière. Et bravo, félicitations. Ça veut dire que ça se joue dans la France entière et même dans l'international, vous pourrez jouer sur les courses de Strasbourg. Heurt au total 8 courses, 5 courses de plat, 3 courses d'obstacles. La course phare, la course mythique de Strasbourg, c'est, regardez, à 12h, 13h25, c'est le prix Marcel Michel, c'est donc le grand steeplechase. Marcel Michel, c'est le créateur de l'hippodrome de Strasbourg. Carrément. Ouais, c'était en 1965, il a trouvé le terrain en 1965, et en 1970, c'est la première course sur l'hippodrome de Strasbourg. C'est à partir de ce moment-là que va naître l'hippodrome de Heurt. À noter aussi, donc, 2 courses à réclamer pour ce dimanche. À réclamer, vous savez ce que ça veut dire ? Non, dites-moi. On va demander à Sébastien. Sébastien Litzelman. Une course à réclamer, tout simplement une course où tous les chevaux sont à vendre au départ de la course. À l'arrivée, on les vend. Non, on les vend pas. Vous mettez un petit ticket, vous dites il a bien couru celui-là, j'aimerais bien l'acheter, et vous pouvez l'acheter. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça à réclamer. Vous réclamez le cheval. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sébastien, donc, puisque c'est la tradition, toute cette année avec l'équipe, nous essayons de parler des métiers de l'hippodrome de Heurt. Là, on l'a vu, ça va être une formidable réunion, tout galop. Vous êtes commissaire de course. C'est quoi un commissaire de course ? Un commissaire de course veille au bon fonctionnement, à la régularité des courses. Il existe un code des courses, que ce soit pour nos amis galopeurs comme pour nos amis trotteurs. À nous de nous assurer tout au long de la réunion de course que ce... Là, on vous voit, par exemple, là, à l'antenne, c'est vous avec... En gros, est-ce qu'on peut considérer que c'est un arbitre ? On va dire nous sommes comme un arbitre au football. Il y a un règlement, un code des courses pour chaque discipline. À nous de nous assurer que tout au long de la réunion de course, ce règlement soit respecté. Si ça n'était pas le cas, on a le devoir... C'est ça, c'est exactement ça. Il y a un commissaire de course ou plusieurs commissaires de course ? Alors la règle est la suivante, 3 commissaires de course au minimum, 5 au maximum. Voilà, l'organigramme de la réunion est fait chaque matinée de course par notre président Lucien Matzinger. Donc on découvre notre véritable fonction concrètement, dimanche, on vous trouve où ? Le commissaire, il est où pour regarder que tout se fonctionne bien ? Alors, quand c'est une réunion tout galop, nous sommes essentiellement, on va dire, dans le rond de présentation
avant la course pour... Voilà, le rond de présentation, c'est obligatoire. Tous les chevaux passent par un rond de présentation et sont présentés au public et au commissaire. Voilà. On veille aux dernières vérifications. Par exemple, un cheval qui est déclaré avec des œillères, on s'assure bien qu'il porte les œillères pour que quand il aille en piste, qu'il porte bien ses œillères. Voilà. Ah, c'est précis comme ça, quoi. C'est précis, tout à fait. Et puis, je veux dire, on s'assure également que peut-être qu'il n'y ait pas 2 fois le même numéro. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver dans certaines courses. Sébastien, on est commissaire de course de trot ou de galop, puisque demain c'est un tout galop. On fait les deux ? On fait les deux. Quand on s'engage à être commissaire, que ce soit à l'hippodrome de Strasbourg dans la France entière, automatiquement on a une formation pour les 2 disciplines, et ce qui est notre cas. Déjà qu'on court à la fois au galop et au trot, autant avoir les 2 formations. Comment on devient commissaire de course ? Comment on devient ? Déjà, il faut avoir la passion du cheval, je pense, la passion des courses. Ça c'est sûr, ouais. Moi, ça fait 30 ans. Mais il faut faire quoi en fait ? Il y a un examen à passer, c'est-à-dire il y a une première année de formation, une formation où il y a une vingtaine de vacations, une vingtaine de réunions de courses à faire, où on a plus ou moins la casquette d'apprenti. Ouais. On est assisté des plus anciens. Et une fois qu'on se sent prêt, je veux dire, en parallèle, il y a les 2 codes des courses à travailler. Quand on se sent prêt, on est envoyé sur Paris. Qu'est-ce qui a suscité cette vocation chez vous, en fait, de faire commissaire de course ? Le hasard ? Non. Il y a quelqu'un qui est venu vous chercher ? Oui. Le président Lucien Metzinger. J'ai l'impression que Lucien, il a été chercher tout le monde à l'hippodrome de Heurt. Non, mais à chaque fois qu'on dit, mais c'est Lucien qui est venu me chercher. Non, mais Lucien et l'ensemble des commissaires de Strasbourg-Heurt étaient à la recherche d'une personne il y a 3 ans. On m'a demandé si ça voulait pas m'intéresser. Vu que je suis un grand passionné des courses, j'ai sauté sur l'occasion et puis pour moi, ça fait 3 ans que l'aventure a commencé. Alors la question évidemment que tout le monde doit se poser, puisque vous êtes l'arbitre, est-ce que ça vous est déjà arrivé comme commissaire de course d'annuler une course ? D'arrêter une course? Moi, ça fait que 2 ans que maintenant j'officie, on va dire officiellement. À nous, non. Peut-être les plus anciens, oui. Il faudrait peut-être demander les plus anciens. Ça se passe toujours bien finalement sur l'hippodrome d'Heurt, c'est ça que vous êtes en train de dire? Tout se passe toujours très bien. Mais comme un arbitre de foot peut se tromper, est-ce que vous pourriez vous tromper? Déjà, c'est ce que j'ai précisé avant. On est au minimum 3, un maximum de 5 commissaires. On a des garde-fous, quoi. Voilà, on a les différentes images, on peut revisionner les images plusieurs fois, on est plusieurs à devoir statuer. Donc, généralement, en connaissant le code, en voyant les images, on sait ce qu'on a à statuer. Alors, on va rappeler les horaires des courses parce que demain, c'est un peu spécifique. Dimanche, c'est un peu spécifique, Lionel. La première course, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, elle est à 10h55, donc c'est un peu avancé par rapport à d'habitude. Ouais. La réunion s'achève donc avant 14h30. C'est volontaire puisque ensuite le programme continuera à Paris-Longchamp avec notamment la réunion du Qatar, du prix Qatar à Arc de Triomphe, qui est l'un des plus grands prix de l'année. Et c'est aussi une spécificité pour Strasbourg. Hein. On arrive juste devant Paris-Longchamp, donc c'est aussi synonyme que cet hippodrome est très dynamique. Tout à fait. Voilà Lionel. Merci beaucoup Eric. On va prendre un petit air de vacances maintenant. Voilà, c'est un air de détente qu'on aime bien avec Emmanuel Monod. Vous allez tout simplement partir à un endroit que vous aimez bien, vous Eric, puisque vous nagez avec les requins, les grands requins blancs. Pas peur. Pas peur. Ça se va se passer à La Réunion et à suivre bien évidemment, c'est Célia. Tous les programmes à voir et à faire, c'est juste après Emmanuel Monod. C'est parti. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Ce soir, je vous invite à découvrir toutes les couleurs de l'ancienne île Bourbon. Vous l'avez compris, on part à l'île de la Réunion. Regardez le bleu limpide des eaux du lagon, le vert soutenu des criques de l'intérieur de l'île, le rouge vif du Cardinal ou encore le noir des coulées de lave du Piton de la Fournaise, le joli jaune de l'ananas de Victoria. Oui, la Réunion dévoile 2 facettes. Côté face, île sauvage et indomptable, et côté pile, douceur de vivre créole et charme de l'océan Indien. Voyager à La Réunion, c'est d'abord une nature puissante. Belle plage à l'ouest et au sud, côte déchiquetée au nord et à l'est, mais c'est dans le secret de ces terres que La Réunion dévoile toutes ses splendeurs. Les 3 cirques, Salazie, Sillaos et Mafat, sont parmi les plus beaux endroits de l'île, avec leurs cascades nichées dans des reliefs accidentés, leurs villages montagnards et leurs kilomètres de sentiers de randonnée. Au centre de ces cirques, le Piton des Neiges, le plus haut sommet de l'océan Indien, offre un point de vue à couper le souffle. Tout autour, la savane, les marais, les falaises et les champs qui s'étendent à perte de vue, tandis qu'aux abords du Piton de la Fournaise, les immensités désertiques prennent le dessus. Ce dernier, l'un des volcans les plus actifs au monde, livre son époustouflant feu d'artifice environ 1 fois par an.
Aller à La Réunion, c'est vivre ensemble, un mosaïque de population unique en son genre. Oui, car La Réunion regroupe toutes les couleurs et toutes les religions. Elle s'est composée au fil du temps et des migrations qui jalonnent son histoire. D'ailleurs, le voyage à La Réunion est aussi un voyage gastronomique, car la cuisine est à l'image de l'île, colorée, épicée et conviviale. Lors de votre séjour, vous dégusterez un délicieux curry, viande ou poisson agrémenté de curcuma, à moins que vous ne préfériez un rougail à base de tomates et d'épices. Bien entendu, au niveau des desserts, de nombreux fruits exotiques, bananes, ananas, mangues, caramboles, mais aussi papaye. Un autre incontournable, le rhum et le punch, bien évidemment, bienvenue à La Réunion, à consommer avec modération. Une idée de visite, après avoir vu l'aspect nature, partez à la découverte des divinités en visitant un temple tamoul, notamment le temple marien Perumal à Saint-André. Découvrez la philosophie de la culture tamoule et des rites ancestraux. Les visiteurs seront plongés dans cet univers de culte et de croyances. C'est assez incroyable, vous allez voir. Rendez-vous directement sur place, habillés de vêtements longs, du mardi au samedi à 10h et à 14h. Mon petit plus cette semaine, j'avais envie de vous proposer une excursion un peu fun, un survol en hélico. Oui, car découvrir l'île de La Réunion par les airs, tout le monde vous le dira, ça a un côté magique. L'hélicoptère en particulier permet d'approcher les sommets de très près pour un effet d'autant plus impressionnant. Vous découvrirez ainsi le relief très particulier de l'île avec ses cirques, ses plaines, ses petites plages et son volcan. Et pourquoi ne pas essayer le survol en ULM pour être encore au plus près de la nature ? Le bon plan au départ d'Alsace avec le TGVR au départ de Strasbourg avec Air France pour rejoindre l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle et prendre ensuite un vol direct pour Saint-Denis de La Réunion. Il y a des vols à partir de 550 € TTC aller-retour par personne en réservant tôt. Pour un séjour découvert de 10 jours 9 nuits, comptez environ 1 600 € par personne avec le vol et l'hôtel 3 étoiles en demi-pension. Vous l'aurez compris, l'île de La Réunion, c'est la beauté et la diversité. C'est un suave mélange d'épices et de volcans. C'est découvrir et partager un repas créole, mais c'est aussi prendre sa dose de nature et plonger dans l'océan Indien. Sur ces belles images, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et qu'est-ce que vous pouvez bien faire ce week-end? C'est tout simplement à suivre, à voir, à faire avec Célia. Et c'est un week-end qui met la femme à l'honneur sur Alsace 20 avec tout d'abord un film documentaire sur le combat d'une femme. Elle s'appelle Aïe, elle a 50 ans, elle a des yeux rieurs, des cheveux qui lui tombent en bas du dos et elle vient de la campagne chinoise. Elle n'a pas le permis de résident qui lui permet de travailler légalement à Shanghai. Pourtant, ça fait 20 ans qu'elle cuisine dans les rues au cœur d'un quartier voué à une destruction imminente. Aïe et les femmes qui l'entourent, elles bataillent pour gagner leur vie et éviter la police municipale. C'est bien sûr un film documentaire, donc une histoire vraie, c'est en VO, en chinois, sous-titré en français, bien évidemment, et vous retrouverez ça samedi à 21h sur Alsace 20. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait. 真的不让我做了，我一样都不做了。是不做，什么事都没有了呀。是没做。还往哪个城市跑？回家养身体呀。不跑了。回家只能干，反正我婶婶现在帮我来这么多地呀种好了，种好了，他那个东西收掉了，以后我们回家把那个地，就把那个豆子，他点那个豆子，我现在就可以种这个菜，回家今年肯定做到的就不会好做了。回家也没有田种了，就一点点地，那就在家玩玩呢。你看你也做不好，吃着玩玩呀。没事的。你弟弟不讲嘛，2天7、8个炒面，你还去炒？没用了，没用了呀，能炒几个钱？都走掉了，没有炒不到的。Voilà, Célia, il y a également du théâtre. Oui, Lionel Éric, vous qui êtes de fervents lecteurs, vous avez déjà peut-être lu ou entendu parler de l'essai King Kong Theory de Virginie Despentes qui a été publié en 2006. Alors, si vous ne l'avez pas à la maison, vous pouvez filer en librairie pour vous le procurer ou alors vous poser tranquillement sur votre canapé. Alsace 20 vous propose la version théâtralisée de ce manifeste du nouveau féminisme qui avait fait polémique à sa sortie, qui est devenu, comme son auteur, qui est devenu pourtant un livre très important, qui a été traduit en 16 langues. C'est cash, c'est trash, et c'est adapté par Virginie Despentes elle-même. Alors attention, c'est pas tout public, on le déconseille quand même aux moins de 16 ans, parce que ça parle viol, pornographie, ça parle également prostitution, mais ça se veut profondément humaniste. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait.
Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Ma féminité. Sincèrement. La féminité, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis plutôt timide, en retrait. Bien sûr, des fois, je craque et je pars en vrille de façon pas très féminine, je confirme. Mais souvent très efficace. Comme par hasard. Féminité. Est-ce qu'il s'agit d'être moins impressionnante, plus rassurante, plus abordable peut-être? C'est simple, hein. Parfois, j'ai l'impression d'être Bruce Lee, quand il racontait dans les interviews que toujours des mecs venaient lui taper sur l'épaule pour le provoquer en duel. Il voulait montrer à tout le quartier, ils étaient tellement forts, ils s'étaient fait Bruce Lee. Moi, c'est les tocards à petites bites du coin qui se sentent obligés de me défier. Voilà, et c'est dimanche à 20h45 en prime time. Et bien sûr, vous le savez, sur le www.alsace20.tv, vous retrouvez le programme TV avec toutes les rediffusions et également le replay. Et si on préfère sortir Célia, on fait quoi? Alors ce week-end, je vous emmène à Sainte-Marie-aux-Mines pour le festival C'est dans la vallée. Écoutez. Sur les hauteurs de Sainte-Marie-aux-Mines, tous les killers. Sébastien, il commence à chanter. Ça, c'est drôle, voilà, ça, c'est sympa. Alors, cette édition, elle est spécialement dédiée à Jacques Higelin, avec des festivités qui ont commencé dès aujourd'hui, avec un grand bal musical gratuit, suivi d'une soirée hommage à Jacques Higelin. Et à partir de demain, ça continue. Jusqu'à la clôture, dimanche après-midi, la programmation sera très variée. Dimanche débutera avec un pique-nique musical qui se terminera avec un concert de clôture de Rodolphe Burger et Bertrand Belin. Il s'agit donc cette année de saluer Higelin d'une façon grandiose, mais aussi de donner un nouveau départ à ce festival qui est de plus en plus attendu par la population locale, mais aussi par les artistes eux-mêmes. Ça s'appelle C'est dans la vallée et vous retrouverez toute la programmation sur leur site www.c'estdanslavallée.fr. Ouais, c'était sympa ça. Musique encore, on change de style? Alors on change carrément de style, ambiance, écoutez. Ça vous parle du coup. Mais ça parle à Romain qui est en régie, c'est lui qui l'a choisi. Star Wars. C'est ça, alors on part dimanche à 17h, cette fois-ci du côté du Zénith de Strasbourg pour le ciné-concert Star Wars. Je vous en avais déjà parlé, la série de ciné-concerts Star Wars s'achève en apothéose avec une ultime adaptation après Star Wars, Un Nouvel Espoir, L'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Ce dimanche, vous pourrez découvrir Star Wars, le réveil de la Force. Une expérience sonore et visuelle incroyable, projeté sur un écran géant qui fait quand même 20 mètres et qui est en ultra HD. Et les séquences cultes du film s'enchaînent, sublimées par un orchestre symphonique. Cette fois, ce sera l'orchestre symphonique de Mulhouse qui reprend en direct les thèmes musicaux avec les 23 titres de la bande originale. Bref, c'est vraiment irrésistible. Ouais, et c'est à découvrir. Et si ça vous tente, il reste des places évidemment, sinon je ne vous en parlerai pas. C'est à découvrir sur le www.zenith-strasbourg.fr. Allez, 20 secondes avant qu'on parle dans le Grand Est. Eric, grande course, c'est ce dimanche. Grande course, la première course, elle a lieu donc à 10h55, c'est ce dimanche. Le Grand Prix Marcel Michel, c'est le grand steeplechase. C'est exceptionnel, c'est du grand spectacle. Pour ceux qui n'ont jamais été aux courses, je vous le conseille sincèrement, vous allez voir, ça saute très très haut et ça saute 2 fois la rivière. Merci beaucoup Eric, merci Sébastien d'avoir été avec nous. Merci Célia. On repart dans l'actualité avec une semaine dans le Grand Est. Moi je vous dis à lundi, bon week-end. Salut. C'est avec ce boîtier installé sur le moteur que les automobilistes peuvent convertir leur voiture essence au bioéthanol, aussi appelé E85. Donc le système est simple, c'est un boîtier qu'on met en parallèle entre le calculateur d'injection et les injecteurs. En fait, pour un rendement optimal, c'est 1 g d'essence pour 14,8 g d'air. L'éthanol, c'est pas le même rapport, c'est 1 g d'éthanol pour seulement 9,8 g d'air. Comme on ne peut pas augmenter l'arrivée d'air, on augmente tout simplement les temps d'injection. Fabriqué à partir de céréales et de betteraves, cet alcool éthylique émet entre 3 et 5% de CO2 de moins que l'essence. Un système moins polluant, très apprécié par les garagistes. Je m'étais lancé là-dedans, c'était surtout par rapport à la pollution. J'en avais marre de travailler sur les diesels et voilà, des systèmes de dépollution, on n'a plus que ça comme panne. Et je trouvais ce système-là bien intéressant. Médiatiquement en plus, on entend souvent parler. On voit que les pouvoirs publics mettent quand même de plus en plus de choses pour que ça fonctionne, quoi. Pour les consommateurs, le passage au bioéthanol est avant tout un choix économique. Le litre est à environ 70 centimes d'euros, soit 2 fois moins que celui de l'essence.
Le dispositif coûte entre 980 et 1 300 €. La région Grand Est met aussi à disposition une subvention de 250 €, une aubaine pour les automobilistes. Alors moi, grosso modo, je fais à peu près, comme je suis artisan, je fais à peu près entre 500 et 600 km par semaine, on va dire. Mensuellement, moi, j'économise au moins une centaine d'euros, facilement. En Moselle, 7 stations sont équipées en bioéthanol et 6 le sont en Meurthe-et-Moselle. Il serait 11 millions en France, 11 millions d'anonymes, les aidants qui accompagnent un proche handicapé ou en perte d'autonomie. Des héros des temps modernes pour le département des Vosges qui organisait ce jeudi avec les caisses de retraite Agirc et Arco à Dompère un forum d'information avec des solutions concrètes. Alors, il n'y a pas de guichet unique. Pourquoi ? Parce que chaque cas est particulier. Par contre, on essaye de regrouper toutes les informations que l'on a pour pouvoir au mieux accompagner les aidants. Donc on a les MDA, les maisons départementales de l'autonomie, qui sont au nombre de 6 dans les Vosges et qui permettent d'aiguiller au mieux les personnes aidantes suivant leurs besoins. Lors de ce forum, les aidants ont témoigné. Tous sont devenus soignants par la force des choses, comme Elisabeth aux côtés de son mari. Je l'ai à domicile 24 heures sur 24, donc de jour comme de nuit. J'assure tout puisqu'il est hémiplégique et aphasique. Et donc le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir le comprendre. Voilà, c'est la communication qui manque. Ensuite, j'assure le quotidien. J'ai simplement un petit peu d'aide, une demi-heure à 3/4 d'heure le soir avec une infirmière pour faire la toilette. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion ? J'attends beaucoup de choses, on va dire surtout un petit peu du fait que c'est mon époux, voir comment on peut continuer à vivre en tant qu'époux et non qu'aidant uniquement. Yvan, garagiste en retraite, lui prend en charge son épouse victime d'une rupture d'anévrisme. On n'est pas préparé à ce qui nous arrive. Alors une grande solitude et beaucoup de travail. Et votre vie est foutue. Mais c'est tout le temps, c'est pour faire à manger, faire le ménage, aller aux toilettes, il faut tout faire. Tous parlent d'épuisement et de solitude. Dans les Vosges, il existe 2 plateformes d'accompagnement et de répit des aidants pour l'Ouest vosgien et le secteur de Remiremont. On fait une première écoute déjà téléphonique et lui proposer une rencontre. Souvent on propose de venir à domicile pour que ça ne soit pas une contrainte pour lui et puis d'évaluer les difficultés qu'il peut rencontrer. Soit des difficultés d'épuisement, donc on va l'orienter sur des solutions de répit telles que des accueils de jour, de l'hébergement temporaire. On pourra lui proposer une multitude d'activités, donc soit un collectif, soit un individuel. Donc c'est principalement des activités de bien-être, de la relaxation, de la sophrologie, de la gym douce. Et puis on leur propose également de partir avec nous en séjour répit. De nombreuses associations jouent également un rôle important et le gouvernement vient d'annoncer la mise en place en 2020 d'un congé proche aidant rémunéré. Des petits pas pour un début de reconnaissance. Ce dimanche 6 octobre, ce sera la journée nationale des aidants et cela fait 10 ans que cette journée existe. En termes d'équipement, les corps communaux de première intervention vont être mis sur un pied d'égalité. Balises, éclairage, tronçonneuses, défibrillateurs, échelles, la priorité est donnée aux équipements de secours à la personne et opérations diverses comme les tempêtes ou inondations. Selon l'équipement des CPI, nous avons fait le choix de les doter tantôt de l'ensemble des lots, tantôt 2 ou 3 lots de manière partielle. Cela a été fait effectivement après visite sur chaque CPI communaux. Le CPI, c'est vraiment le centre de première intervention et ça nous permet d'intervenir beaucoup plus précocement que ne le feraient des services qui viendraient de Troyes. On a beaucoup de secours à personne. Encore hier soir, les pompiers sont intervenus pour une intervention sur une dame. Des gens en parapente, c'est déjà arrivé, bien sûr en VTT, et puis des cyclistes, beaucoup de cyclistes qui peuvent avoir des malaises sur notre secteur qui est assez pentu, on va dire. L'Aube compte 1754 sapeurs-pompiers volontaires. Ils se répartissent sur 213 corps communaux de première intervention. En complément du matériel, des formations sont également prévues. L'ensemble est financé par le département dans le dernier plan à 1 million d'euros engagés.
C'est extrêmement important. Je crois que tout le monde en prend conscience de plus en plus. En matière de secours, la rapidité est déterminante. Et il a été aussi souhaité de soutenir tous les CPI qui constituent une grande richesse dans le modèle au bois et de leur donner les équipements de première intervention indispensables pour le secours à la population, mais aussi pour protéger les personnes qui interviennent, ces sapeurs-pompiers qui sont tellement dévoués et qui œuvrent au quotidien dans nos services de secours. C'est quasiment unique ce maillage fin qui arrive en complément des centres d'incendie de secours. Donc c'est une richesse avec des hommes et des femmes et qui sont à toute proximité de la population et qui peuvent intervenir sur des départs de feu, sur un malaise, voilà. Ça, c'est une vraie richesse. Dans l'Aube, le nombre de pompiers volontaires pour 100 000 habitants s'élève à 300. Ce taux figure parmi les plus importants de France. L'artiste Henri Simon a 29 ans quand il est mobilisé au début de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, il est arrêté à Dunkerque et transféré dans un stalag, un camp de prisonniers de guerre en Prusse orientale. Ici, les arts sont autorisés et Henri Simon reprend ses crayons pour immortaliser le quotidien des prisonniers durant un an. Il a eu la possibilité de faire un certain nombre de dessins au crayon ou à l'encre. Et à son retour, il a créé tout un ensemble d'aquarelles dans un album qui s'appelle Compagnons de silence. Et donc le Centre européen a décidé de le mettre en avant, un petit peu pour présenter une autre forme d'enfermement, les stalags, qui sont donc des camps pour les prisonniers de guerre, et aussi pour montrer une forme de résistance par le biais de l'art. Ces œuvres représentent des scénettes à l'intérieur du stalag ou alors des visages, un petit peu pour laisser une trace de ces compagnons de captivité avec des expressions, des sentiments qui vont refléter sur le visage de ces hommes, des expressions très fortes, l'angoisse peut-être de la suite ou alors de la survie de leur famille. Et puis vous avez également des scénettes où on voit qu'il y a des messes qui sont organisées dans les baraques, où on voit la lessive, on voit également les jeux de cartes, ce qui vous montre bien la différence avec le camp de concentration, puisque là on n'est pas dans la clandestinité. Libéré en 1940, Henri Simon est retourné chez lui en Vendée et a continué d'exercer son art toute sa vie. Il est décédé en 1987, entouré de ses proches. C'était une première livraison pour ce camion qui déchargeait ce mardi sa benne au nouveau centre de tri à Chavelot. C'est ici désormais que convergent tous les sacs jaunes. Evodia, acteur départemental public de la gestion des déchets, en effet confié à la société Citraval, filiale lorraine du groupe alsacien Schroll, le marché vosgien du tri des plastiques. 14 millions ont été investis, le site aux allures de cathédrale est opérationnel. Les sacs jaunes des Vosges dans un premier temps, puis d'autres à l'échelle de la région y seront triés. Je ne sais pas si c'est immense, mais bon, ça fait 14 000 m², ça fait 15 mètres de haut. On a pu étaler le process pour qu'il soit optimum. Et on démarre cette année avec 20 000 tonnes et puis on va monter en puissance pour arriver à 20, 30, 40 000. La première ligne a commencé à tourner. Elle sépare les papiers et cartons des bouteilles plastiques, équipées de trieurs optiques, tout comme la seconde chaîne dont on effectuait les derniers réglages, encore plus moderne et bientôt robotisée pour séparer jusqu'à 9 résines différentes. Donc une technologie mise en place pour pouvoir trier toutes les différentes bouteilles et demain, notamment les pots de yaourt, les différentes barquettes plastiques, les différents films plastiques. Un site vosgien qui va permettre au département de devancer la loi sur l'extension des consignes de tri qui concernera l'ensemble des emballages plastiques en 2022. On a décidé avec les élus de toutes les collectivités du département que la date de passage ce serait le 1er juin 2020. Donc on s'y prépare en termes de capacité technique à trier ici, mais on s'y prépare aussi en termes de capacité de communication parce qu'il va falloir expliquer à la population qu'on ne met plus tout à fait la même chose dans les sacs jaunes. Une quarantaine de salariés feront tourner la plateforme Citraval qui se devait d'intégrer une partie du personnel de l'ancien prestataire spinalien, le site de Razimont du groupe Suez. 20 salariés ont été volontaires. Franchement, nickel. Déjà, on a plus de tri optique, donc voilà, on va dire qu'on va user un peu moins nos bras. Le site spinalien Suez de Razimont continue à fonctionner, en charge notamment des sacs jaunes de la métropole de Nancy. Et selon le président d'Evodia, il pourrait se spécialiser vers d'autres recyclables, car le marché des déchets ne cesse d'évoluer.